Bonjour à tous, Simon Vesperini. À une époque où on a en France beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de grondes sociales, beaucoup de mécontentement vis-à-vis du gouvernement et de l'État, j'en profite ici pour que l'on se pose quelques questions. Est-ce que aujourd'hui la France remplit ses devoirs vis-à-vis de toi? Mais est-ce que le pays que tu vas choisir, c'est ce que je te souhaite, je te souhaite de choisir un autre pays, d'aller vivre ailleurs, est-ce que ce pays remplit ses devoirs vis-à-vis de toi? Parce que j'insiste souvent sur la notion d'être un bon immigré, un bon expatrié. Mais d'un autre côté, ne l'oublions pas, le citoyen a des droits et des devoirs, mais l'État a également des devoirs vis-à-vis du citoyen. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est voir quels sont ces devoirs, et ça va nous permettre de réfléchir sur deux axes. Est-ce que la France remplit son rôle? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle doit faire vis-à-vis de toi? Et d'un autre côté, par rapport au pays dans lequel tu penses vivre, dans lequel tu vis, dans lequel tu voudras vivre demain, te poser aussi ces bonnes questions de façon à savoir si tu y seras bien. Donc ça nous intéresse aussi. Si tu as un projet de vie à l'étranger, si tu veux t'expatrier, changer de pays, à ce moment-là, tu as mon quiz libertégeographique.fr ou simplement dans la description de cette vidéo, qui va te permettre, en répondant aux questions, d'avoir les réponses, les solutions que tu dois mettre en œuvre pour pouvoir changer de vie, changer de pays, toi, en fonction de ta situation actuelle. Donc on y go, on va voir un par un les 5 rôles fondamentaux de l'État, ces 5 devoirs vis-à-vis de toi, vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des citoyens. Le premier, c'est d'assurer la sécurité extérieure du pays. Et ce, par la voie diplomatique, bien sûr, tant que l'on peut, et éventuellement, si nécessaire, par la voie militaire. Le pays est-il en mesure de mettre en œuvre la défense militaire du territoire s'il est attaqué? Alors, dans le cas de la France, je trouve que la diplomatie française, et sans vouloir être de mauvaise foi, mais je trouve qu'elle a perdu beaucoup en crédibilité au fil des années. Simplement puisque on a de moins en moins un pays qui est indépendant, qui a sa propre diplomatie, qui porte sa propre parole, et de plus en plus un pays vassalisé déjà qui représente directement la volonté de l'Union européenne, de Bruxelles, mais aussi celle des États-Unis. Donc de ce fait, on le voit là dans le conflit en Ukraine, par exemple, à un moment, quand le président français veut prendre part aux négociations, veut jouer le rôle de négociateur, de médiateur entre les différentes parties, on lui dit, écoute, t'es sympa, mais si on a besoin de parler à quelqu'un, on parle directement à Washington, en fait. On n'a pas besoin de parler avec toi. Pourquoi? Parce que, quelque part, il ne représente pas la France, la volonté française, mais il représente la volonté française qui est une traduction de structures, d'organismes, d'organisations qui sont au-dessus de la France. Donc je trouve que la diplomatie française a reculé à travers les années. On le voit aussi en Afrique. Il fut un temps, l'Afrique voyait la France avec respect. Alors, un respect qui était souvent imposé, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on le voit bien, quand diplomate français, quand le président français se déplace en Afrique, quelque part, il se fait un peu jouer la carotte, ils le prennent pas trop au sérieux, ils le reprennent de voler parfois, et c'est bien souvent mérité, mais bon là c'est mon point de vue personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que la diplomatie française n'a plus le rayonnement planétaire qu'elle avait il fut un temps. Et je suis peut-être mauvaise langue, mais en tout cas, sachez qu'à titre personnel, je le déplore. S'il s'agit maintenant de la défense armée du territoire, oh mon Dieu. Il y a un an en arrière, au déclenchement des hostilités en Ukraine, on nous expliquait que l'armée française avait 4 jours de munitions. Alors 4 jours, c'est pas glorieux. Mais depuis qu'elle les donne allègrement et sous la houlette des organismes qui la surplombent à l'Ukraine pour organiser sa défense, je ne sais pas aujourd'hui ce que sont les stocks matériels de la France, du matériel militaire. Mais si on avait 4 jours de munitions l'an dernier, aujourd'hui on a 4 heures. Autrement dit, vaut mieux que la France n'ait pas besoin de se défendre parce que je pense que vraiment elle ne serait pas en mesure de le faire. On avait un complexe militaire-industriel qui était déjà faiblissant et ce depuis fort longtemps. On a annulé le service militaire, donc on a une armée qui est toute petite, toute rikiki, mais maintenant on a une armée qui a même plus les moyens en fait de se défendre. Alors je sais pas au juste, puisque ce sont des secrets défense, personne ne le sait au juste, mais si le Sénat parlait l'an dernier de 4 jours, là franchement faut pas qu'on soit attaqué quoi, il faut vraiment pas qu'on soit attaqué. On a entendu parler récemment d'une volonté de réarmement, de relancer le complexe militaire industriel français. Bon, quand on voit à quelle vitesse sont produites les armes, est produit le matériel en général, pour reconstituer les stocks de la France, je sais plus maintenant, je l'ai lu, j'ai pas envie d'avancer de chiffres dont je suis pas sûr, mais ça prendrait des décennies en fait, des décennies. Donc
En comparaison à d'autres pays qui sont plus souverains, qui ont une armée, qui ont du matériel, et on le voit aujourd'hui sur la planète, hein, si on regarde la Chine par exemple, voilà, pour prendre un exemple, mais on comprend bien que la Chine a les moyens de se défendre. Mais si on prend des plus petits pays qui ne sont pas en position de devenir la première puissance mondiale, mais je pense à Israël par exemple, ou je pense à l'Iran, ou je pense à un tas de pays souverains en fait, on voit qu'ils ont des vraies armées. Prenez la Corée du Nord par exemple. Bon on voit qu'ils montrent les dents, ils sont prêts à se défendre, ils sont prêts à se défendre en cas d'attaque. La France... voilà, je ne vais pas aller plus loin dans mon commentaire, mais bon, vous aurez compris. Que Dieu nous préserve. Le second grand rôle de l'État, et sans ordre d'importance, simplement le second dans ma liste, c'est d'assurer la sécurité intérieure, c'est-à-dire l'ordre public, l'intégrité physique des individus et l'intégrité des biens. Et je sens que je vais pas être encore très positif concernant la France. Je veux dire, quand on enregistre des dizaines, si ce n'est des centaines d'agressions dans les rues tous les jours, quand des curés se font égorger dans des églises, quand des enseignants se font décapiter dans la rue, mais simplement quand on se fait brûler sa voiture, des centaines de voitures dans la même nuit, quelque part en France ou dans plusieurs villes à la fois, quand on a des étudiantes qui se font violer dans les urgences, aux urgences quand elles attendent d'être soignées, on peut dire que à ce moment-là, l'intégrité physique des individus, elle est quand même pas si protégée que ça. Pour avoir vécu dans différents pays, il y a bien des pays, ou la plupart des pays en fait, dans lesquels on se sent plus en sécurité, on se sent moins susceptible d'être agressé. Et en France, il y a le sentiment qu'on pourrait se faire agresser, mais il y a aussi simplement les chiffres, les faits, et c'est quelque chose à prendre en compte. En même temps, ce sont des données publiques. Donc demain, celui qui pense à s'installer au Mexique, il peut voir les données des crimes, combien il y a de criminalité chaque année, d'homicides, d'agressions, on peut voir ça. Après, méfiance tout de même, des fois les chiffres ne sont pas vrais. Si je me base sur les chiffres sur la Biélorussie, par exemple, que l'on présente allègrement comme un pays très criminogène, très dangereux, à vrai dire, dans la vraie vie, c'est un des pays les plus sûrs au monde. Peut-être avec Dubaï, par exemple. Pour ce qui concerne maintenant de l'ordre public, là en France ça dépend en fait, ça dépend. Si t'as un gilet jaune, on va faire respecter l'ordre public, en tout cas on va essayer. On voit quand même qu'il y a de gros débordements, parce que je veux dire, un État avec un système régalien fort, personne ne pourrait incendier une mairie par exemple. Donc cette force, elle peut s'exercer, oui, elle peut s'exercer sur le citoyen quand il vient perturber l'ordre public, mais quelque part elle n'est pas si efficace que ça, parce qu'un État qui serait vraiment fort, il serait fort contre tout le monde. Or là, il est fort contre les faibles parfois, mais pas dans tous les cas, puisque des manifestants dans les rues, c'est pas vraiment des forts, et ce sont plutôt des faibles, et pourtant ils se font taper dessus, mais on n'arrive pas toujours forcément à les contenir. Et contre les gens réellement menaçants, je pense à des gangs organisés dans les banlieues qui mettent les banlieues en coupe réglée, là carrément la police n'y va pas. Donc l'ordre public, en France, il est, oui, d'une façon, dans certains cas, on le fait régner. On le fait régner à coups de matraque, à coups de LBD dans les yeux des gens. Donc ça dépend, il y a de quoi dire. En tout cas, il y a des pays dans lesquels l'ordre public est beaucoup plus respecté. Souvenez-vous de la Coupe du Monde au Qatar, il n'y a pas eu de débordement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système régalien, une police, des milices anti-émeutes qui sont, personne ne déconne. La sécurité des biens maintenant, des biens privés, ma foi, je crois que ça se passe de commentaires, je veux dire. C'est pas le pire pays du monde, la France, certainement pas. Il y a bien pire. Pour autant, on parlait tout à l'heure des centaines de voitures incendiées dans la même nuit. Où est la police? Que fait-elle? Est-ce qu'elle peut contrôler tout le monde en même temps? Non, mais parce qu'on laisse bien ce climat d'insécurité s'installer. On laisse des gens hors de contrôle. D'un autre côté, on a vu plein d'exemples, du type qui part en vacances et puis il revient, sa maison elle est squattée. Là, il s'agit quand même d'un bien privé, peut-être le plus fondamental, son domicile. Et là, il faut qu'il se lance dans des procédures. On a vu des cas totalement ubuesques où le type, il retourne chez lui, et là, c'est la police qui vient le sortir à lui, parce qu'on considère qu'il se trouve chez ses squatteurs, donc... La défense des biens privés, la protection des biens privés, on a fait mieux. Et je connais des pays, si on doit par exemple citer le cas d'un bien squatté, t'es en Russie, t'es au Bélarus, je te parle d'endroit où j'ai vécu, il y a quelqu'un qui squatte chez toi, tu appelles la police, ils viennent et ils le sortent. Un point, c'est tout. Tu montes ton titre de propriété, c'est chez toi. Est-ce qu'il a un contrat de location enregistré auprès de l'administration? Non, c'est pas le cas. Donc à ce moment-là, il est pas chez lui. Donc tu es chez toi, donc la police va le sortir. Ça paraît simple, mais dans certains pays, comme la France par exemple, ça devient compliqué. Donc un point aussi à vérifier, est-ce que tu vas être en sécurité? Est-ce que tes biens vont être en sécurité? Est-ce que ton logement sera en sécurité dans le pays dans lequel tu vas vivre? Le troisième grand rôle de l'État, définir et rendre la justice de manière impartiale et juste. Alors là, sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde, on va être juste, on va être réaliste, je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde dans lequel la raison d'État n'existe pas.
Dans tous les pays, bien l'impartialité, elle est tant qu'on peut à mesure variable. Je veux être le plus juste possible, le plus impartial moi-même possible, et bien sûr être totalement impartial, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour un État, lui non plus. Mais il y a quand même une notion importante. On parle bien de définir la justice. Donc, c'est-à-dire les droits qui sont définis par la Constitution et les différentes lois de ce pays. Vous savez, tous ces textes chiants là qu'on lit jamais, et des fois on entend « Oh, c'est anticonstitutionnel, oh, c'est illégal, mais c'est pas juste ». Ben en fait, c'est important de s'y intéresser, parce que c'est ça qui définit en fait tes conditions de vie dans l'endroit où tu vis. Et les lois et les constitutions, elles sont variables selon évidemment le pays où tu vis, mais selon le temps aussi. Je sais que en France, il y a des histoires de pédophilie qui ressortent de temps en temps. Aujourd'hui, en France, Dieu merci, la pédophilie est hors la loi. Mais on a connu des régimes, des pays, des époques durant lesquelles, c'était totalement acceptable, voire même de bon ton. Je pense à la Grèce antique, voilà, pour être dans le cliché, mais je pense aussi à la France dans les années 70, où on a voulu déstigmatiser ces choses-là et remettre sur la table la question de la sexualité des enfants. Je sais, c'est affreux à dire, mais c'est un débat qui avait cours dans les années 70 en France, et il y a cette fameuse pétition qui a été signée par un tas de penseurs, un tas d'écrivains, d'artistes, d'hommes politiques, d'hommes éminents en France. Donc voilà, cette notion-là, elle illustre bien en fait le fait que les lois, elles sont variables selon le pays. On a des pays aujourd'hui qui appliquent la charia par exemple, mais selon le moment aussi. Il y a des endroits où une loi est appliquée aujourd'hui, elle ne sera plus demain. La peine de mort par exemple. Donc quand on va s'installer dans un pays, en connaître les lois, connaître la constitution de ce pays, oui c'est rébarbatif, oui c'est chiant, mais c'est pas quelque chose qui n'a pas de sens, c'est quelque chose au contraire, qui définit ce qu'est la vie dans ce pays, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Et si toi, t'es un peu, tu vois, t'aimes bien fumer un joint de temps en temps, par exemple, tu sais qu'il y a des pays dans le monde dans lesquels tu vas pouvoir acheter du cannabis librement, c'est totalement autorisé, et tu pourras, t'adonner à ton hobby tant que tu veux. Et puis il y a des pays dans lesquels ça va t'envoyer en prison, et pour longtemps. Donc voilà un exemple concret de l'importance de connaître les lois. Le quatrième grand rôle d'un État, c'est d'assurer des services publics. Évidemment, puisqu'on paye des impôts, ces impôts ils servent au fonctionnement du pays, ils servent aussi à assurer la continuité des services publics. Les services publics qui sont normalement à ton service. Là-dedans, il y a bien sûr des prestations comme la santé, comme l'éducation, comme la protection sociale, par exemple, quand tu perds ton travail, et les infrastructures publiques. Je parle des gares, des aéroports, des routes, des trottoirs, des hôpitaux eux-mêmes, des écoles, des universités, tout ce qui est public en somme. Alors si on les prend point par point, parlons du secteur de la santé, par exemple. Quitte à faire de la peine à certains, et je sais qu'il se dégrade sans cesse, et j'ai pu le constater, mais la France, à mes yeux, a toujours aujourd'hui l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Il a été développé à l'époque où le pays avait de l'argent, cette sécu a été développée à l'époque où le pays avait de l'argent. On a en France une médecine qui est top niveau. Je dis pas que c'est la meilleure au monde, mais je dis que c'est une des meilleures au monde. Et notre système de santé, pour avoir eu l'occasion de le comparer avec d'autres, par exemple en Finlande, qui est un pays moderne, un pays riche en comparaison, le système de santé, il n'était pas mauvais, mais il était beaucoup moins humain. On n'avait pas, par exemple, ce rapport avec son médecin traitant, son médecin de famille. Il était beaucoup moins humain et les hôpitaux étaient moins beaux et plus effrayants qu'en France. Donc le système de santé français, on est bien d'accord, il est en train de partir en sucette, mais pour autant, même dans ce qu'il est encore aujourd'hui, il est toujours pas le pire. Et il y aura bien pire dans le monde, et c'est un point à prendre en considération. Si on parle de l'éducation, c'est un petit peu pareil. Moi, je trouve que l'éducation à la française, l'exemple a été repris dans bien des pays dans le monde. Le système éducatif français était quelque chose d'absolument remarquable. Si je prends par exemple l'exemple de mon grand-père, mon grand-père avait un certificat d'études, donc il n'avait pas fait énormément d'études. Pour autant, il savait lire, compter, il connaissait l'histoire, il savait un tas de choses. Bon, ok, on est en recul. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le bac, qui savent à peu près pas écrire, à peu près pas lire et à peu près pas penser surtout. Un système éducatif, pour moi, qui serait idéal, il apprendrait aux gens à penser par eux-mêmes, à être quelque part des penseurs libres. On devrait apprendre à l'école, on devrait apprendre à manger, on devrait apprendre à dormir, on devrait apprendre à vivre, on devrait apprendre aussi quelque part à mourir. Je veux dire, on devrait avoir ces notions philosophiques-là. Ce n'est pas du tout le cas en France et notre système éducatif, il est en recul. On voit des gens qui sont de plus en plus qualifiés, mais quelque part qui sont de plus en plus cons. Pour autant, est-ce qu'il est le pire ? Non, il n'est pas le pire, non. En Finlande, par exemple, pour venir à ce système-là que j'ai connu puisque je suis allé à l'université en Finlande,
on avait un système qui était beaucoup moins humain, il était beaucoup plus professionnalisant, on nous a beaucoup donné comme exemple le système finlandais, et je pense que le gouvernement français actuel doit l'adorer, puisqu'il était le plus économique possible et le plus effectif possible. Mais il faut savoir que moi, par exemple, quand j'ai étudié pendant 2 ans, j'ai étudié le tourisme et l'hôtellerie, j'étais dans une école privée, une université privée, qui appartenait à un groupe hôtelier. Donc en fait, là, on me formait pour travailler dans les hôtels de ce groupe qui possédait l'université. Le système finlandais, il t'apprenait, tu vas être maçon, il t'apprenait tout ce que tu devais savoir pour être maçon, mais absolument rien d'autre. Tu n'as pas de culture générale. Le système français, on peut le critiquer dans le sens où il s'éparpille, et encore de moins en moins, mais je trouve qu'il est plus regardant de la dignité des gens. Même s'il est en décrépitude et même si l'éducation nationale ressemble à un ramassis de gauchistes mélanchonistes. Pour autant, il n'est pas le plus mauvais du monde et c'est aussi pour prendre la mesure. Cela dit, moi personnellement, j'aurais peur d'avoir mes enfants scolarisés en France parce que c'est dangereux, parce qu'il y a de la drogue qui circule, parce qu'il y a du racket, parce qu'il y a de la violence. C'est quelque chose qui n'existe pas au Bélarus, par exemple. Donc, beaucoup de choses à considérer, mais rien n'est tout noir ou tout blanc. Dans les pays soviétiques, les anciens pays soviétiques, bien sûr, l'éducation est plus noble, plus valorisée. Le rôle des professeurs, il est beaucoup plus respecté. Ils ont beaucoup plus d'estime. Oui, il y a une vraie culture de l'éducation qui est restée. On n'est pas dans la décrépitude de la France et de l'Occident là-dessus, non. Par contre, les MBA les plus reconnus restent des MBA américains et en France, on a des écoles très diplômantes avec des diplômes qui sont reconnus dans le monde entier. Ni noir, ni blanc. La protection sociale, maintenant, le chômage, les retraites, vous voulez qu'on en parle? Je crois qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Sincèrement, je suis pas en détail l'actualité là-dessus. Je sais que les gens sont mécontents et je suis mécontent que les gens soient mécontents dans le sens où je me sens solidaire d'eux. Si les gens sont malheureux, je me sens solidaire d'eux. Cela dit, je garde à l'esprit que ce sont des acquis. Aujourd'hui, on le considère des acquis, mais ce sont des choses qui ont été acquises à l'époque où la France avait de l'argent. À l'époque des 30 Glorieuses, à l'époque des colonies, où on allait piller d'autres pays, où l'argent coulait à flot dans les caisses françaises. Et là, les syndicats ont pu obtenir un tas d'avantages. Un tas d'avantages auxquels on s'accroche toujours aujourd'hui, sauf que le pays, il est en déficit, il n'a plus de budget à l'équilibre depuis les années 70, depuis le début des années 70. Donc en fait, le pays, il est là en train de s'endetter de plus en plus pour permettre aux gens de conserver les acquis d'avant quand on avait de l'argent. Alors, je sais, il y a l'impression monétaire et tout ça, mais c'est pas si facile que ça. Il suffit pas d'imprimer des euros pour les avoir et les donner, parce que il y a des effets négatifs à l'impression de monnaie, et on peut le constater par l'inflation. Il y a certes des décisions qui sont prises et qui ne sont pas populaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas au service du peuple, on le voit bien, sont au service de grandes sociétés extérieures, de puissance financière extérieure, c'est certain. D'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber, à mon sens, dans le cas d'un ado qui veut conserver son train de vie d'il y a 2 ans en arrière, alors que ses parents ils sont au chômage depuis 3 ans, parce que c'est un peu le cas de la France aujourd'hui. Là aussi, quelque chose à considérer. Est-ce que le pays dans lequel tu vas t'installer, est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il a un bel avenir? Ou est-ce qu'il a un beau passé? Pour terminer avec la notion des infrastructures, donc pour le point des services publics, je trouve que les infrastructures françaises sont pas trop mauvaises. Il y a bien pire dans le monde. Là, si je dois faire un comparatif, si je prends des pays émergents, il y a 30 ans en arrière, c'est certain, la France était largement au-dessus. Et elle était là. Et puis ces pays, il y a 30 ans, 40 ans en arrière, ils étaient là. Le problème, c'est que depuis qu'ils émergent, ils commencent sérieusement à émerger. Et la France, c'est un ancien pays. Je veux dire, l'Europe, c'est le vieux continent, n'oublions pas. Donc son déclin fait qu'aujourd'hui, dans bien des cas, on se trouve à peu près au même niveau. Sauf que toi, quand tu vois plus loin, parce que toi, tu veux vivre plus longtemps, tu te projettes dans l'avenir, tu comprends bien que la France, elle va continuer là. Et les pays émergents, ils vont continuer là. C'est une notion à prendre en compte. Les infrastructures en France, sincèrement, je m'en fous un peu, mais je comprends que les belles années, elles sont pas devant, mais elles sont plutôt derrière, malheureusement. Le dernier grand devoir de l'État, c'est de promouvoir le bien-être économique du pays et des citoyens, c'est-à-dire qu'il doit promouvoir la croissance économique, le développement, il doit encourager les investissements et les activités commerciales, tout en permettant de créer de l'emploi. Bon, vaste débat. Je pense que franchement, dans le cas français, on peut faire mieux. Je veux dire, quand on a détruit tout un tas de sociétés et d'emplois avec les confinements répétitifs, quand maintenant, pour payer le prix de la liberté, on a le coût de l'énergie qui a explosé. Il faut savoir que depuis l'introduction des sanctions contre la Russie, donc pour préserver votre liberté, il y a 42 500 boîtes qui ont fait faillite en France.
soit 50% en plus par rapport à 2021. Il faut savoir qu'en 2021, il y avait déjà plein qui déposaient le bilan suite au confinement. Et bien sûr, ce ne sont pas les boîtes du CAC 40, puisque si on regarde le CAC 40, il est sur des plus hauts historiques. Ce sont évidemment les petites et moyennes entreprises qui sont les plus touchées à hauteur de 78%. C'est-à-dire que 78% de ces 42 500 faillites, eh bien, ce sont des petites boîtes. C'est le boulanger du coin, c'est l'épicier du coin, c'est l'artisan. Quant à si vous avez déjà été au chômage, vous savez très bien comment on réduit les chiffres du chômage en France, en vous proposant au final n'importe quel job, juste pour dire, soit maintenant tu le prends, soit tu n'auras plus d'indemnité, ou sinon simplement, tu as oublié de pointer, là, donc voilà, on te vire, t'es plus inscrit au chômage, et donc il y a moins de chômeurs, non? On pourra développer beaucoup plus loin, faire une vidéo là-dessus si vous voulez, mais le chômage est quelque chose de voulu. Et quand on ne veut pas de chômage, c'est-à-dire qu'on ne veut pas payer des gens à rester chez eux, on est dans un pays dans lequel il y a quasiment le plein emploi. Puisqu'il y a toujours des choses à faire. Je veux dire, aujourd'hui, prenez des gens, par exemple, pour nettoyer Paris, pour peindre par-dessus les tags, pour replanter les parcs, pour nettoyer les parcs, pour nettoyer toutes les banlieues, pour repeindre, pour faire des beaux immeubles avec des belles façades. Il n'y a pas de boulot là-dedans? Oui, il y en a. Seulement, on paye les gens pour qu'ils restent chez eux, qu'ils regardent la télé, qu'ils fument des joints et surtout, qu'ils fassent pas chier. Donc le chômage est voulu et pour des raisons que l'on connaît, on va pas développer plus loin, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais je veux dire que le plein emploi aujourd'hui, il existe dans plein de pays dans le monde. Simplement dans des pays qui ne veulent pas de chômage. Et si on parle des investissements, la France, vu ce qu'elle taxe, elle a l'imposition la plus élevée d'Europe, l'une des plus élevées dans le monde. On a beau vous répéter que la Chine est un pays communiste, en pratique, la Chine n'est pas du tout un pays communiste en rapport à la France. La Chine encourage beaucoup plus l'industrie, encourage beaucoup plus la création d'activités, la création de richesses, que la France. Donc sans forcément parler des paradis fiscaux, et ils existent, aujourd'hui par des moyens tout à fait légaux, on peut payer 0% d'impôts selon où on vit dans le monde, c'est quand même des points à regarder. Est-ce que le pays dans lequel je vais aller vivre va m'aider à m'installer? Est-ce que je vais y être bien payé? Est-ce que je vais pouvoir créer une activité? Ou simplement, si vous choisissez la solution qui pour moi est la meilleure, c'est-à-dire générer des revenus à distance librement d'où vous voulez, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, là, j'ai eu ma messagerie privée dans laquelle je vous donne mes solutions, ce que moi j'ai mis en œuvre au fil des années pour pouvoir vivre où je voulais. Ma messagerie privée, vous vous inscrivez sur le lien dans la description de la vidéo. Mais à ce moment-là, ce qui va vous intéresser, c'est la fiscalité du pays. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans votre projet d'expatriation, parce que payer 0 ou 60% par exemple, c'est fait pas la même chose à la fin du mois. Donc vous le voyez, j'ai essayé de rester objectif, mais je suis critique, et en même temps, si je n'étais pas critique, sans doute que je vivrais toujours en France. Faites-moi part de vos idées, de vos points de vue, de vos ressentis là-dessus, parce que franchement, ça m'intéresse complètement, et je vous dis à une prochaine vidéo, rapidement. À plus, ciao!